Voilà, bravo à la troupe des compagnons de Guignol. Permettez, Président, juste une dernière. C'est du lyonnais. Hein. Comment ça? Alors, eh bien, Ghosn, si vous connaissez quelqu'un qui sait rien de rien, méfiez-vous. Ils sont capables de tout. Merci beaucoup. À la revoyure et de la part de toute la salle, on vous fait la miaille également depuis cette tribune. J'appelle à présent nos amis Eudes Beaufreton et Jean-Philippe Delsol. Je leur demande de bien vouloir nous rejoindre pour la dernière partie de nos deux derniers conférenciers. Donc on va grouper les questions-réponses pour Eudes Beaufreton et Jean-Philippe Delsol et pour Canol à la fin de vos interventions respectives de 15 minutes chacune. Eudes Beaufreton, vous êtes donc le délégué général de Contribuables Associés, une association de défense des contribuables français, créée il y a bientôt 30 ans, 10 ans de plus que Canol. Vous dénoncez un excès de dépenses publiques et combattez le matraquage fiscal, comme vous dites. Vous avez publié cette année le livre noir des gaspillages 2019, que vous pourrez dédicacer dans quelques minutes. Tout à l'heure. Ce combat pour le matraquage fiscal, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un combat politique que vous menez? Bonsoir à tous. Donc, tout d'abord, merci de l'invitation de Canol, parce que vous travaillez depuis maintenant une vingtaine d'années et que vous faites un excellent travail. Nous sommes bien placés chez Contribuables Associés pour le savoir, puisque nous le menons depuis 30 ans. Donc les difficultés que vous rencontrez, on les vit aussi au quotidien, et puis on les avait un peu vécues avant le travail que vous réalisez. Donc on sait à quel point c'est difficile, et je voudrais vraiment qu'on vous applaudisse ce soir, parce que c'est un travail de mobilisation de tous les jours. Alors, pour répondre à votre question, je ne crois pas que ce soit un engagement politique, c'est avant tout un engagement citoyen finalement, parce que je vais vous donner quelques chiffres pour poser le débat. C'est celui de la dépense publique, parce que le nerf de la guerre en France, évidemment, vous l'avez compris, c'est la dépense publique. Les deux conséquences immédiates sont l'impôt, puisque pour financer les dépenses, eh bien, il faut de l'impôt, et puis la dette, puisque les impôts ne suffisent pas. Alors, les chiffres, très concrètement, la dépense publique aujourd'hui représente 56,7% du PIB. Ça veut dire que sur à peu près 1300 milliards d'euros, la dépense publique représente 1300 milliards d'euros sur un peu plus de 2000 milliards de valeur ajoutée. Ça veut dire que ça aspire plus de 50% de la création de valeur en France. On peut dire qu'on est dans un pays socialiste, peut-être même plus, mais en tous les cas, dès lors qu'on franchit les 50%, on est dans un pays socialiste. Si vous voulez faire défiler vos diapositives, voilà, vous avez le... Ça va être plus simple comme ça. Bon, comme vous voulez. Deuxième chiffre dont je voudrais vous parler, c'est le budget en déficit. Ça fait 45 ans en France maintenant, puisque le premier budget en déficit a été voté en 1974. Et donc, on peut juste simplement constater que les déficits sont chroniques. Ce n'est pas un déficit exceptionnel, comme ça peut arriver en temps de guerre, par exemple, où il y a besoin de faire un effort supplémentaire dans un budget. Là, c'est en réalité chronique en France. Ça veut dire que les gouvernements successifs n'arrivent pas à maîtriser la dépense publique. Le troisième chiffre, puisque les budgets sont en déficit, c'est le déficit annuel, et on est à peu près aujourd'hui à 97 milliards d'euros, et c'est grosso modo les montants que l'on retrouve tous les ans. Alors, ces 97 milliards d'euros, c'est ce qui constitue la dette, et cette dette, aujourd'hui, elle est en France de 2400 milliards d'euros. 2400 milliards d'euros, c'est la dette qu'ont contractée donc les gouvernements successifs, ce qui représente par tête de pipe 34 000 euros. Chacun de vous ici a 34 000 euros de dette sur la tête engagée par l'État. Et c'est une utopie de croire que l'on ne doit rien, parce que j'entends des ministres, enfin pas des ministres, certains ministres l'ont dit, mais des candidats aussi, je pense à Mélenchon notamment, qui, lors de la dernière campagne, nous disait la dette, c'est pas un problème, d'un coup de crayon, je la supprimerai. C'est totalement faux pour la simple et bonne raison que les marchés financiers continuent à prêter de l'argent, et vous savez très bien qu'on ne prête qu'à ceux qui peuvent rembourser.
Et aujourd'hui, l'État ne possède rien, ce sont les Français qui possèdent en réalité, et que les marchés financiers continuent à nous prêter parce qu'ils savent très bien que s'il y a besoin, ce sont les Français qui devront payer sur leur patrimoine. La démonstration est assez simple. Pour qu'on nous prête, il faut d'abord être en mesure de rembourser, ce sont les intérêts annuels plus le capital. Je voudrais juste vous dire d'ailleurs à cet égard que les simples intérêts annuels en France, c'est le deuxième poste budgétaire, c'est-à-dire que ça représente, comme le disait Agnès tout à l'heure, 42 milliards d'euros et que c'est le deuxième poste de l'État. Simplement les intérêts de la dette. On ne parle même pas du remboursement du capital. C'est dire à quel point aujourd'hui la dette est devenue un problème et à quel point la situation est catastrophique. Mais au-delà des intérêts et de ce que ça coûte, il y a effectivement la garantie, puisqu'un des créanciers ne vous prête qu'à partir du moment où il y a des garanties. Et le patrimoine des Français est à peu près de 12 000 milliards, décomposé entre 8 000 milliards d'euros de patrimoine immobilier et 4 000 milliards de valeurs liquides. Et donc, ces 4 000 milliards, il ne vous aura pas échappé dernièrement que Michel Sapin, a fait voter à l'Assemblée un texte et aujourd'hui vos avoirs bancaires sont garantis par banque jusqu'à hauteur de 100 000 euros. Parce qu'au-delà, effectivement, la banque et les banques qui sont truffées d'obligations pourraient chuter, que si elles chutent, eh bien finalement c'est tout le système qui s'effondre. Et donc aujourd'hui, à travers ce mécanisme-là, c'était une réponse qui était apportée au marché financier pour vous dire, rassurez-vous, vous pouvez continuer, on peut continuer à émettre de la dette parce que de toute façon, on a pris des garanties pour pouvoir vous rembourser s'il y a un problème, parce que évidemment, et contrairement à ce que dit Mélenchon, si les marchés financiers n'avaient pas confiance, si les créanciers n'avaient pas confiance, eh bien demain, ils arrêteraient de nous prêter de l'argent, et après-demain, on ne pourrait plus payer les infirmières, les CRS, les gendarmes, et le pays serait totalement bloqué. Donc on se rend compte aujourd'hui que maîtriser le budget, c'est un enjeu impérieux. Alors je vous disais 2500 milliards d'euros de dette, c'est hors engagement. L'engagement, Agnès le disait tout à l'heure, ce sont les pensions de retraite des agents publics, puisque ce qu'on appelle maintenant la dette hors bilan représente quasiment le doublement de cette somme. Donc en réalité, on a quasiment 5 000 milliards d'euros de dette sur la tête. Et c'est la situation exacte de la France à laquelle je vous parle. Alors, vous l'avez bien compris, l'objet de contribuables associés, c'est de dénoncer le niveau excessif de dépenses publiques. On ne réglera pas le problème de l'impôt, on ne réglera pas le problème de la dette si on n'intervient pas en amont sur les dépenses publiques. Alors des dépenses publiques, il y a de la bonne dépense publique, évidemment, je pense aux missions régaliennes, et puis après, il y a un certain nombre d'autres dépenses qui sont décidées par des élus qu'on a élus par définition, mais qu'on peut discuter. D'abord, parce qu'une fois qu'on les a élus, ils ne réalisent pas toujours leurs promesses, assez rarement, je pense qu'on l'a tous constaté, et puis qu'ils ont fait des choix. Et on sait que depuis 1945 en France, la redistribution, c'est une grosse partie, effectivement, du budget et donc des impôts qui sont levés. Ça représente aujourd'hui 50% du budget de l'État, même un peu plus. Et donc, il y a à l'intérieur de ça tellement d'enjeux financiers et tellement de masse financière qu'il y a de la fraude. On l'a vu, les fraudes sociales, par exemple, qui représentent grosso modo entre 40 et 60 milliards d'euros par an, dont on parle assez peu. Alors, mon travail avec pas mal de parlementaires, je viendrai tout à l'heure aux actions, comme vous le verrez, dans ce qu'on peut mener, parce que je vais arriver au concret. Je ne vais pas rester très théorique, mais les fraudes sociales, c'est un enjeu majeur, effectivement, de lutter contre les fraudes sociales. Mais il y a un certain nombre de mesures simples à mettre en œuvre. Nous avions publié avec l'IREF, dont Jean-Philippe est le président, une étude il y a quelques années qui était une comparaison du coût de la fonction publique par rapport aux autres pays européens, pays de l'OCDE. Et l'IREF donc, avait mené cette étude conjointement avec Contribuables Associés. Et donc on avait regardé un petit peu ce qui se passait dans les autres pays. Alors on avait comparé le temps de travail hebdomadaire, la rémunération, l'âge de départ à la retraite, etc. Et puis finalement on s'est rendu compte que si on alignait le statut de la fonction publique de la France sur celui de l'Allemagne, eh bien on pourrait économiser 110 milliards d'euros par an. 110 milliards d'euros par an. Je rappelle que l'impôt sur le revenu représente en collecte 70 milliards.
non seulement on pourrait supprimer l'impôt sur le revenu, mais on pourrait commencer à rembourser la dette. Alors je ne dis pas que l'Allemagne présente une situation parfaite, on connaît ses défauts, etc. Mais je dis que si on faisait la moitié du chemin, on pourrait gagner déjà presque 60 milliards d'euros. C'est dire qu'en menant des opérations simples comme celle-ci, eh bien, effectivement, on peut recommencer à maîtriser. Alors ça demande quoi quand on est parlementaire, quand on est gouvernement? Ça demande du courage, tout simplement. Parce que c'est ça la réalité. Et que dans toutes les mesures qui sont menées aujourd'hui, et c'est ce qu'essayait de dire, enfin ce que dit tout simplement Agnès, mais aussi Jean-Philippe avec l'IREF et ce qu'on fait, parce qu'on travaille tous ensemble, tous les trois, c'est de dire que c'est de l'homéopathie, quoi. Et qu'en réalité, il faut des mesures frontales, difficiles, c'est vrai. Il faut réduire la masse de la fonction publique. Ça ne veut pas dire supprimer, le service public. Et d'ailleurs, le camp d'en face s'applique à vouloir résumer nos mesures à ça. On n'est pas contre le service public, on est dans un service public maîtrisé. Je vais vous prendre un exemple. Le nombre de fonctionnaires dans les collectivités territoriales. Il est passé d'1,1 million en 1985 à 2 millions en 2019. Il a quasiment doublé en 15 ans. Et alors, très concrètement, mais je le disais hier soir avec Jean-Philippe dans une autre réunion dans laquelle nous intervenions, mais un candidat à la présidentielle qui était autrefois maire d'Hyères, en région parisienne, qui était député maire, me disait, quand j'ai des agents publics qui ne travaillent pas bien dans ma commune, eh bien, je les bascule dans la communauté de communes, et comme ça, je peux recruter à nouveau des agents publics qui travaillent bien dans ma commune. Et puis, me dit-il, quand j'arrive et que j'enfile ma casquette de président de la communauté de communes, comme j'ai récupéré les mauvais, il faut que je recrute des bons pour compenser les mauvais. Et donc, coût total, pour un agent public qui ne travaille pas bien, il en a recruté 2 et on en paye 3. Alors, il y a des agents publics qui travaillent très bien, ce n'est pas le débat. Je parle juste des excès de ce qu'il faut gommer. Et typiquement, ce genre de comportement, effectivement, ça fait que les dépenses publiques flambent et que le statut aujourd'hui à vie fait qu'on est empêtré dans ce genre de situation, parce que dans une boîte privée, quelqu'un qui dérape, qui ne remplit pas le contrat, eh bien, tout simplement, ça s'arrête. Et d'ailleurs, ça n'a pas besoin de s'arrêter, parce qu'en général, les gens se contrôlent d'eux-mêmes. Alors, des dérapages, il y en a comme ça, mais une multitude. Je voudrais juste rappeler, ce que moi j'appelle un dérapage. Vous prenez aujourd'hui les effectifs de la fonction publique, il faut quand même savoir qu'il y a 42 000 postes de la fonction publique, d'agents publics qui sont détachés dans les syndicats. 42 000 postes. Moi, personnellement, je trouve ça effarant, quoi. Il y a 42 000 personnes par an qui vont travailler pour les syndicats, payés avec nos impôts et qui sont simplement détachés, quoi. Moi, je ne paye pas des impôts pour détacher des personnels de l'administration d'éducation nationale dans les syndicats. Juste un autre exemple sur la fonction publique, je parle que évidemment des travers, on a des infirmières extraordinaires, le corps médical, etc. Mais le volume horaire dont parlait Agnès tout à l'heure, moi je l'ai retravaillé ce chiffre, mais d'une autre manière. J'ai calculé le nombre d'heures qui n'étaient pas effectuées par mois. Eh bien, entre le quota annuel qui est de 1620 heures, je crois, et le travail effectif qui est de 1589, enfin, rapport de la Cour des comptes, donc chiffre non contestable, et qu'il s'agit d'une moyenne, ça dégageait à peu près une vingtaine d'heures donc de travail non effectué par les agents publics. Et s'agissant d'une moyenne, on a multiplié tout simplement par le nombre de fonctionnaires. Ça représente 88 000 postes par an. Si on fait en équivalent temps plein, le travail non réalisé représente 88 000 postes. Alors juste 88 000 postes, plus 40 000, juste pour l'éducation nationale, fonctionnaires détachés dans les syndicats, on est déjà à plus de 120 000 personnes par an. Ça vous donne une idée de comment l'argent est détourné finalement de son objectif. Je rappelle que c'est l'argent des Français et donc c'est l'argent de nos impôts. Et d'ailleurs, c'est bien la raison pour laquelle de plus en plus il y a une décorrélation entre ce que l'on paye et puis ce que ça finance, à telle enseigne que le ministre Darmanin s'est senti obligé de publier dernièrement pour 100 euros ou 1000 euros, je ne sais plus quelle était son échelle, dépensée, où est-ce que passe votre argent? Parce que le danger aujourd'hui, c'est ce dont ils ont peur, et un peu plus avec les gilets jaunes aujourd'hui, c'est que les Français ont décroché. Ils ne savent plus ce qu'ils payent. D'ailleurs, même nous, au niveau local, est-ce qu'on sait ce qu'on paye?
à extraire la taxe foncière aux taxes d'habitation parce qu'il y a une part au département, à la région, à la commune, à l'interco, on n'en sait rien. Et donc, dès qu'on va voir un élu, et c'est pour ça que je salue le travail de Canol, parce que c'est difficile d'avoir des interlocuteurs qui sont responsables, parce qu'ils sont responsables d'une partie, mais pas de la totalité, eh bien, il faut faire tout un travail de recollement, effectivement, entre leurs dépenses et puis les montants que l'on paye. D'ailleurs, je crois que c'est parce qu'on est dans ce système qui est un peu vicieux, pour ne pas dire mafieux, que Bercy a imaginé de supprimer la taxe d'habitation. Parce que dès lors que vous supprimez la taxe d'habitation, les citoyens, puisqu'ils ne payent pas la dépense, mais qui sera payée quand même par quelqu'un d'autre, mais puisque ceux-là ne payent pas la dépense, forcément, ils en veulent plus. Et quand vous êtes un élu et que vous êtes en période électorale, et c'est pour ça que je n'étais pas tout à fait d'accord avec Agnès tout à l'heure, ils vont probablement promettre plus de dépenses, sachant qu'en majorité, leur électorat ne le paiera pas, parce qu'évidemment, la taxe d'habitation a été supprimée, et donc les gens qui sont à la taxe d'habitation, ben oui, veulent plus de services. Et voilà comment on est dans une logique, en fait, qui est irresponsable, et que l'État passe son temps, finalement, à déresponsabiliser les gens, une partie de la population, si possible la majorité, sachant que finalement, les contribuables, les autres, deviennent une minorité. Je parlais des dépenses locales, je vais peut-être vous faire peur, mais ça va se concentrer sur les propriétaires. Parce que les communautés de communes n'ont absolument pas réduit leurs dépenses. Comment le pourraient-elles d'ailleurs quand plus de 50% de leur budget est constitué de charges de personnel dont je viens de vous dire que comme elles avaient le statut à vie, on ne peut de toute façon pas réduire la voilure. Donc, comme les dépenses ne peuvent pas être réduites, eh bien ça va se concentrer sur les propriétaires et puis sur les 20% qui ont payé la taxe d'habitation. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument faire un travail comme fait Canol, comme on fait, pour dénoncer systématiquement les dépenses, pour obliger les élus à être responsables le plus possible. Mais je suis quand même très inquiet, et c'est un très mauvais signal d'avoir supprimé la taxe d'habitation. Il faut une taxe d'habitation payée par tous, parce qu'il faut responsabiliser les gens, et par contre l'objectif, c'est évidemment qu'elle soit payée par tous, mais de la diminuer le plus possible pour chacun. Je pense que ça serait de la justice, et c'est pas parce qu'on est propriétaire qu'on doit payer pour l'ensemble des Français. C'est mon point de vue. L'autre exemple, pour vous parler de cette espèce de manipulation, c'est l'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, il ne vous a pas échappé que seuls 42% des Français payent de l'impôt sur le revenu, ça veut dire que 58% n'en payent plus. Et là encore, c'est une autre manière, finalement, pour j'allais dire, les élus, ou en tous les cas les candidats ou pour le système politique, et bien finalement de pratiquer une certaine démagogie, parce que forcément, à partir du moment où 58% n'en payent pas, eh bien, ils veulent plus de dépenses. Et je le témoigne parce qu'on a organisé un Tour de France il y a quelques temps, et donc on allait sur les places publiques, on était passé à Lyon en 2015, on avait loué un grand bus, et puis comme vous pouvez voir, c'était ce bus-là. Donc on a fait une grande campagne, on a fait 55 villes en 80 jours, et puis on est allé à la rencontre des Français. Alors peut-être que vous l'avez vu en préambule, contribuable associé, on a le même fondateur que l'IFRAP, Bernard Zimmern, et c'était d'ailleurs très volontaire, c'est-à-dire que l'IFRAP produisait des idées, ce que continue à faire l'IFRAP, et puis Contribuable Associé avait pour objectif d'avoir un grand nombre de Français, le plus possible, qu'on cherchait à convaincre du côté néfaste de l'excès de dépenses publiques, sachant que nos membres sont des électeurs, et donc on leur apporte de l'information, de la mobilisation pour effectivement essayer de changer les choses concrètement, et vous verrez tout à l'heure les actions que l'on mène concrètes, notamment au Parlement. Et pour en revenir au Tour de France, donc, puisqu'on va régulièrement sur le terrain, eh bien, on s'est rendu compte de quoi? C'est que lorsqu'on discutait avec les Français, il y a la moitié qui paye des impôts et qui nous disait « moi j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus, je suis essoré, c'est plus possible, je décroche ». Et puis il y avait des Français à côté qui disaient ah ben moi je ne paye pas d'impôt. Alors je parle d'impôt sur le revenu, parce que dans l'esprit des gens en général, il n'y a que l'impôt sur le revenu ou la taxe d'habitation. On peut le lien avec la TVA ou la CSG, qui est une taxe ou un impôt qui, du coup, est payé par tout le monde, mais ils voient l'impôt sur le revenu ou la taxe d'habitation, qui dit « moi, j'en paye pas, et donc je veux plus de dépenses. Parce que de toute façon, j'en paye pas. » Et donc, ils veulent la piscine, ils veulent ci, ils veulent ça, ils veulent tout parce qu'ils ne le payent pas. Et ils en veulent d'autant plus, d'ailleurs, que souvent, comme ils sont dans des difficultés financières, c'est un peu tout ce qui leur reste. Et donc, du coup, cette solidarité, payée par les premiers qui nous disaient « moi, des impôts, j'en peux plus », eh bien, elle va au service des autres, et cette solidarité, elle devient due.
Et c'est là où, en ce moment, le mécanisme se grippe en France et qu'il faut revenir à des niveaux de dépenses plus raisonnables, plus équitables. Je crois qu'il faut arrêter d'opposer les Français au nom de la réduction de la fracture sociale. C'était le thème cher à Jacques Chirac. On a créé aujourd'hui une fracture fiscale. Et donc on le voit bien au niveau local, maintenant, entre les propriétaires et puis les autres, ceux qui ne sont pas propriétaires, qui ne paieront plus. Donc d'un côté, on aura les propriétaires qui paieront, et puis les habitants qui ne sont pas propriétaires, qui eux ne payent plus. Donc on les a opposés. On oppose les Français qui payent de l'impôt sur revenu à ceux qui n'en payent pas. Et je pense que tout ça, ça crée un climat assez malsain. Alors une minute pour conclure, pour pas trop déborder. Non. Alors, les actions concrètes, nous, on travaille beaucoup à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, les députés sont élus. Un député, il réfléchit forcément en électorat, hein, puisqu'il a été élu. Et donc, pour nous, c'est un moyen, finalement, de réussir à les convaincre de se positionner sur un certain nombre de sujets. À contrario, par exemple, des ministères, c'est très bien. Mais en réalité, les fonctionnaires, vous pouvez aller les voir, il ne se passe pas grand-chose une fois que vous êtes ressorti du bureau. Je crois que vous nous l'avez témoigné tout à l'heure à travers tous vos exemples. Les députés, en général, comme ils ont peur de ne pas être réélus, ils nous écoutent. Alors nous, on est évidemment énormément reçus parce qu'on a beaucoup de membres et qui se disent que derrière les membres, ce sont leurs électeurs. Et donc, on a déposé, depuis 2002, 57 textes de loi. 57 textes de loi, alors on les a déposés. On les a fait déposer par des députés, mais nous sommes à l'origine de 57 textes de loi. Alors, des textes de loi simples, suppression de la taxe, suppression des frais de succession, par exemple. On en parlait tout à l'heure. Nous, le premier texte qu'on a déposé sur ce sujet-là, c'était en 2002. Et je voudrais juste dire d'ailleurs un mot sur les frais de succession et dire à quel point c'est réellement dangereux en ce moment ce qui se passe. Le projet du gouvernement, c'est de rendre les frais de succession progressifs. Et donc, plus le niveau de la succession sera élevé, et plus le taux deviendra élevé. Et c'est un des projets du gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle nous, au contraire, on se bat pour la suppression pure et simple, parce qu'en menant une étude, on s'est rendu compte que dans de nombreux pays, il n'y avait pas de frais de succession sur l'héritage. Et que c'est une spécificité bien française que d'avoir des frais de succession. Alors, typiquement, ce type de texte de loi, on le rédige, on trouve un député pour le déposer. Alors, il n'y en a pas des masses, hein, parce que des courageux, il y en a de moins en moins à l'Assemblée. Peut-être vous faire peur, mais déjà, La République En Marche ne nous parle pas. Donc, ça règle le problème, parce que, évidemment, comme ils font le jeu du gouvernement et qu'ils obéissent le petit doigt sur la couture au gouvernement, il faut dire ce qui est. Hein. Ils ont des instructions claires qui est de ne pas aborder la parole de ne pas aborder qui que ce soit. Et donc, c'est impossible de discuter ou de travailler avec eux, mais vraiment impossible. Hein. Je n'ai jamais vu ça. À la limite, on discute plus avec des socialistes qu'avec les Républiques En Marche, alors que sur le sujet de la dépense publique, on n'est pas franchement d'accord. Mais donc c'est extrêmement difficile. Mais il faut se battre plus que jamais. Donc on trouve des députés, plus des républicains, c'est vrai. Et puis après, une fois que le texte de loi est déposé, on envoie la co-signature, donc ce texte, sur les 577. Et puis nous, après, on fait des actions de lobbying pour les forcer, entre guillemets, à signer ce texte. S'ils ne le co-signent pas, eh bien on leur met une mauvaise note. Et s'ils le co-signent, on leur met une bonne note. Et après, on restitue à chaque Français, on leur dit « Regardez votre député, est-ce que c'est quelqu'un qui se bat pour la réduction de la dépense publique ou pas ?» de manière à ce que vous puissiez savoir exactement ce qui se passe, puisque comme on est dans une démocratie représentative, une fois qu'ils sont à Paris et au Palais Bourbon, vous ne savez pas tellement ce qui se passe. Donc nous, voilà ce qu'on fait dans notre quotidien. On a, et j'en parle juste, et après je vous assure, je me tais, on a en ce moment une action qui est la lutte contre les fraudes sociales. Alors tout le monde en parle, c'est vrai. Nous, on est en train de rédiger 4 textes sur le contrôle de la fraude sociale, et notamment un qui vise à exclure les bénéficiaires qui sont fraudeurs, qui auraient été condamnés comme tels jusqu'au dernier recours, et lorsqu'ils ont été condamnés, de se voir appliquer une peine automatique d'exclusion des bénéfices aux prestations sociales pendant 5 ans, parce qu'on estime chez Contribuables Associés que dès lors que quelqu'un a fraudé, finalement, c'est le système, et donc c'est vos cotisations. Et donc, il faut le punir plus sévèrement, donc 5 ans d'exclusion. Et puis, on a un ensemble de textes comme ça. On a un deuxième Argus
parce que on a parlé de l'Argus parlementaire tout à l'heure, et je m'arrêterai là-dessus. C'est l'Argus des communes. Dans le mois de décembre qui arrive, nous allons publier l'Argus des communes. Donc on note le niveau de dépenses de chaque commune de France, des 36 000 communes de France, avec un certain nombre de critères financiers qui permettent à chacun de savoir finalement si depuis le mandat précédent ou le début du mandat, le maire a augmenté les dépenses, la dette, les investissements, le nombre de fonctionnaires, etc. etc. Alors ça, c'est l'Argus parlementaire. Et puis l'Argus des communes, c'est un peu la même chose, et ça vous permet exactement de savoir ce qu'il en est dans la commune. C'est assez ludique parce que vous pouvez regarder votre commune, la commune d'à côté, ce qui vous donne une idée aussi, et on aime bien en France la guerre des clochers et de savoir ce qui se passe dans le village d'à côté, mais en tout cas ça donne des points de repère. Je vous invite vraiment à vous en servir. Tout ce qu'on fait, c'est en accès libre, puisque la volonté de contribuables associés, c'est de réunir le plus grand nombre autour de nos thématiques. J'ai malheureusement pas le temps de vous détailler tout ce qu'on fait, mais vous imaginez quand je vous dis qu'on a déposé plus de 52 textes de loi, allez faire un tour. On est pour la règle d'or, donc interdiction des budgets en déficit, la lutte contre les fraudes sociales, on est évidemment contre l'IFI, etc., etc., etc. Merci. Merci beaucoup, Eudes Beaufreton. Et puis vous pourrez poursuivre le dialogue à l'issue de cette conférence tout à l'heure. Il y a des ouvrages, le vôtre, celui qui a été écrit sur le grand gaspillage